Suivez-moi au pays dont les gens se fichent des suites, mais quand même il y a 2-3 cas à part. Aladdin, la franchise dont on voulait que je revienne sur le premier film et après basta. Personne n'a jamais vraiment voulu que je m'appesantisse particulièrement sur les deux autres films en top retour. Ce que je peux comprendre, c'était un petit peu des critiques entre deux, celles où je gueulais pas trop et où je disais pas non plus du bien à foison. Hein, peut-être pour le retour de Jafar un petit peu, mais même pas tant que ça, je trouve. Donc voilà, c'est pas les premiers films qu'on me propose. Et pourtant, il y a quelqu'un qui a tenu un petit peu à ce que j'en parle en faisant une demande Tipeee, c'est-à-dire Féline. Et je la remercie de me faire revenir sur un film sur lequel je m'attendais pas vraiment à revenir, je vous cache pas. Elle a laissé le choix entre deux films et c'était celui qui m'inspirait le plus. Aladdin, le roi des voleurs, est un film pas mal. Un film qui a ses défauts, qui est pas aussi bien que le second pour moi, en termes de scénario, en termes de développement de personnages, je trouve. Mais c'est clair et net qu'en termes de recherche graphique, de mise en scène, ça allait quand même un petit peu plus loin. Je reconnais totalement. Et c'est ce qui fait que je comprends les gens qui disent que ce troisième film est meilleur que le deuxième. Donc, un film pas mal que j'ai majoritairement critiqué négativement parce que je trouve qu'il y avait beaucoup plus de petits détails à redire ci et là sur la structure narrative que dans le second film personnellement, même si énormément de gens ne seront pas d'accord avec moi là-dessus et seraient totalement d'attaque pour attaquer le retour de Jafar au détail. Et donc, puisque c'était une critique un peu plus poussée sur le négatif, on va revenir sur le positif, et il y en a pas mal à redire, sinon j'aurais pas mis cette note-là, faut pas exagérer. Et on s'y jette tout de suite sans trop tarder, en avant pour le top 8 des meilleurs points d'Aladin et le roi des voleurs. C'est la Fantasia à Agrabah, y a de la nouba dans l'air. Numéro 8, la moitié des chansons. Je préfère un petit peu la BO d'Aladin 2 personnellement, et notablement la BO d'Aladin premier du nom, mais ça s'écoute bien. Voilà, hein, il y a une moitié de chansons que je considère comme étant tout juste acceptable, c'est-à-dire ça s'écoute sans plus et ça valait pas vraiment le coup d'être considéré comme des bons points à titre personnel, mais l'autre moitié qui se retient pas mal et qui a un air entraînant et qui vaut un petit peu le coup. Je considère clairement pas la BO d'Aladin 3 comme étant une des meilleures BO Disney qui soit, c'est pour ça que c'est un des derniers points de cette liste, mais ce serait quand même abusé de pas reconnaître qu'il y a quand même de bons airs là-dedans qui ont été un petit peu travaillés. La Fantasia Agrabah lance bien dans le bain. Bienvenue aux 40 voleurs a des paroles qui sont un peu concon par moments, j'admets, mais restent très sympathiques à écouter, et la chanson de Salouk à la fin pour convaincre les siens, je trouve qu'elle est assez prenante, hein. C'est la meilleure du film pour moi. Voilà, une fois de plus, en tant que non-mélomane, c'est difficile de grandement développer plus que ça. Numéro 7, l'avalanche de références du génie. Hakuna Matata. Quoi? Je considère qu'il y a un petit problème dans ce film par rapport au génie, parce qu'on ne sait pas comment le gérer. Il est tellement puissant que s'il le voulait, il pourrait tout régler lui-même. Donc on doit trouver des excuses à la con pour faire en sorte qu'il ne soit pas directement dans l'action centrale. Je trouve ça très grossier. Mais bon, hein, ça c'est un truc, il est mal géré dans la série de la même façon, Génie, je trouve. Et donc, à cause de ça, je trouve que son rôle dans le film est pas génial, mais je peux pas nier une seule seconde que ces interventions un peu gratuites me font sourire, même pas mal rire, par rapport à leur rythme, leur fréquence. On a affaire à un énorme condensé de références en tout genre qui me font pas mal craquer, et on sent que Robin Williams, quand il a repris son rôle dans ce troisième film, parce qu'il a quitté une fois de plus le doublage du personnage à cause de problèmes avec les studios, c'est lâché à fond. C'est lâché à fond pour tout balancer, pour nous en donner des caisses. Et si, à part, c'est pas ce qu'il y a de plus marrant, je trouve que dans le rythme, dans l'accumulation, il y a quelque chose d'assez fandard à suivre là-dedans. C'est pas ce que j'appelle de la grande écriture, mais le nombre fait la force dans ce cas-là. Numéro 6, la gestion des méchants. Alors, les 40 voleurs ont un côté, en termes de personnalité, je trouve un petit peu trop bébête
par moments pour les rendre aussi puissants qu'ils le devraient, mais j'apprécie pas mal la façon de gérer leur motivation, vers qui ils se tournent. Au début, ils sont à fond autour de Cassim. Il y a cette notion de fidélité de leur part qui est un tout petit peu appuyée, en dépit du fait, une fois de plus, qu'ils sont assez concons, et la manipulation de Salouk pour les faire se retourner contre leur chef et le suivre après coup. Il y a quelque chose de pas mal dans cette gestion de servilité. En fait, vers qui je me tourne, vers quoi je pars. Et ouais, quand Salouk met en place un plan pour qu'ils se fassent en grande majorité capturer et rattraper les autres, remettre les autres sous sa coupe, en les suivant juste après les avoir fait tomber assez bas, après donc cette descente pour les arrêter, je trouve que c'est très intéressant. Intelligemment pensé dans leur façon de gérer leur allégeance. On aurait pu, je trouve, les rendre un tout petit peu moins ridicules et grossiers par moments en termes de personnages à part, pris à part, mais en termes de groupe, leur évolution au fil du film est plutôt bien menée. Numéro 5, le combat Aladdin-Salouk. C'est, je pense, le moment d'animation le plus réussi du film en ce qui me concerne, où on voit ce jeu d'ombre, cette espèce de violence du moment qui se met en place lors du combat et qui passe nickel pour moi. Vraiment, vous voyez, il y a cette tension qui se ressent, qui est très forte dans la mise en scène, et le fait qu'Aladin veut se battre mais hésite grandement à tuer une personne, c'est pas vraiment son style, et la façon dont ça se mettra en place à la fin parce qu'il devra quand même se défendre pour sa vie, c'est quand même bien fichu, et j'apprécie comment c'est amené dans l'intrigue. Aladdin qui est repéré par Cassim. Cassim qui peut pas défaire sa couverture comme ça, donc il est obligé de trouver un moyen pour que son fils puisse s'en tirer avec ça, et c'est le meilleur moyen qu'il trouve. Ça développe pas mal la mentalité des trois personnages qui sont mis en avant, c'est-à-dire Aladdin, Cassim et Salouk. Cassim qui est du genre plus réfléchi, Salouk qui est du genre plus énervé et violent, et Aladdin qui va vraiment essayer de trouver ce qui doit vraiment le porter. C'est une scène très efficace en termes d'action et en termes de léger développement visuel de nos personnages assez importants. Numéro 4, la mise en scène autour de la main de Midas. Alors la main de Midas, c'est une main qui peut transformer tout ce qu'elle touche en or, sauf l'eau apparemment. Il y a quelques petits trucs où c'est pas super clair comment c'est censé marcher, je trouve, mais bon, c'est un détail ça. Le truc avec la main de Midas, c'est que ouais, faut faire gaffe en la touchant, et j'apprécie comment on gère ça à plusieurs moments. C'est-à-dire que voilà, on l'attrape en faisant gaffe, la cape qui est transformée en or, elle devient trop lourde, donc faut faire gaffe, on peut pas la garder comme ça. Il y a ce désir avide d'or qui finit par être un petit peu la perte de nos méchants, en particulier Salouk, qui a une scène de mort, assez marquante, hein. Je renie pas que c'est assez marquant. En toute sincérité, je pense que ça a un peu inspiré la mort de Rourke dans Atlantide, l'Empire perdu. Étant donné que c'est les premiers à avoir fait ça, et que je trouve que ça a un tout petit peu plus de poids, de signification par rapport à ces objectifs qu'on met bien en avant au personnage depuis le début à Salouk, et ben il y a quelque chose de très satisfaisant dans cette mort-là. Voilà, la mise en scène sur les capacités de cette main-là ont à quelques moments un impact visuel assez fort. Numéro 3, la relation Cassim-Iago. Alors, je suis pas super fan du personnage de Cassim en soi. Je trouve qu'il passe sans plus et que, ouais, certaines remarques qu'il fait, certains moments avec son fils sont un peu trop discutables pour moi pour arriver à apprécier le personnage en tant que père qui essaye de se racheter un petit peu. Cela étant, il y a une relation qui crée avec Iago qui est super intéressante à voir, parce que depuis le début, Iago, ça a toujours été un petit filou, même si avec ce qui s'est passé dans le retour de Jafar, il a un petit peu gagné en honnêteté, ça restait quand même un filou à la fin, quelqu'un qui veut se faire un petit peu des couilles en or et qui n'hésite pas
sauter sur l'occasion d'y arriver. Et il y a quelque chose qui se retrouve entre lui et Cassim, quoi, cette espèce de filouterie, ce besoin de trouver des richesses, de ne pas vivre une vie simple et sainte, et plutôt des aventures, des façons un petit peu tordues, un tout petit peu filoutes, de gagner leur vie. Il y a quelque chose qui se ressent bien dans cette rencontre de personnages qui me plaît beaucoup. C'est une rencontre assez bonne à voir, où on a des personnages qui sont assez gris, hein, dans la mentalité. Iago a toujours eu une personnalité assez grise, même si il a une phase de rédemption dans Aladdin 2, il a gardé ce côté très gris chez lui, et il trouve un petit peu la personne qui lui correspond totalement, quoi. La vraie personne sur laquelle se poser, l'épaule qu'il n'a plus après Jafar. En fait, là où Jafar est allé trop loin, il ne pouvait plus le suivre. Il a trouvé la personne qui est exactement ce qu'il lui faut mentalement, personnellement, pour le compléter bien, pour bien aller avec lui. Et j'adore ça, j'adore ce développement entre les deux. Sérieusement, les petits moments entre eux, ils sont pas très nombreux, ils passent nickel. Et honnêtement, si vous voulez faire un spin-off de quelque chose, faites-moi un spin-off sur les aventures de ces deux-là, et je vous jure que je suivrai. Que ce soit une série, même un petit court-métrage, un petit truc sur les aventures de ces deux-là, moi je suis à fond dedans. Numéro 2, le dilemme identitaire d'Aladin. Et ouais, un truc qui peut paraître un peu fourré à la fin comme ça, et je reconnais qu'il y a ce problème-là. Tout d'un coup, oui, Aladin, et son père l'a abandonné, il se trouve que c'est le chef des 40 voleurs. C'est de l'écriture très facile, c'est sûr, mais ce que ça crée, c'est vraiment un conflit identitaire assez fort chez le personnage, parce que ce père qu'il a abandonné, qui a laissé une trace chez lui qu'on n'a pas vu avant ce film, malheureusement, est toujours un peu présent lorsque on évoque qu'il est encore en vie. Et c'est quelque chose d'assez joli à analyser dans le développement du personnage au sein de ce film, quoi. Il y a ce besoin de retrouver ses racines, mais ces racines reflètent la partie qu'il aime le moins chez lui. Pourtant, ça reste ses racines, ça reste son père. Il aime toujours son père et il se sent redevable par rapport à lui, malgré tout ce qu'il a fait. Et ouais, le malgré, ça me gêne beaucoup trop pour apprécier le personnage de Cassim en soi, mais ce qu'il apporte, que ce soit déjà par rapport à sa relation avec Iago, et surtout comment il déteint sur Aladin, c'est très intéressant à regarder. Vraiment quoi, ces moments où il hésite à faire confiance à son père, ces moments où il se sent trahi par ce qu'il a fait pour des raisons totalement incompréhensibles, mais où il n'arrive pas à l'abandonner jusqu'au bout parce qu'il y a quelque chose entre eux malgré tout. Ces moments-là, je trouve que c'est un développement de personnage, une évolution de personnage assez forte en soi. Ce besoin de dire un petit peu au revoir à cette figure sans que ce soit totalement aigri qui se ressent dans l'histoire. Et je pense que c'est ce qui cimente le plus le scénario de ce film-là. Comment la psyché d'Aladin évolue par rapport à tout ce qui se passe avec son paternel. Et aussi comment ses proches y réagissent. On sent que Jasmine est du genre très à le soutenir, ça passe bien ce genre de choses. Mais voilà quoi, c'est surtout la psyché d'Aladin qui est très intéressante à regarder là-dedans. Et numéro 1, un sentiment conclusif fort. Ce film est le dernier de la trilogie. Il n'y a rien à rajouter de plus et on crée pour de bon une situation où on a l'impression que tout est réglé. Vraiment, il n'y a plus rien de particulier à rajouter sur les personnages, leur développement, ce qui restait à dire sur eux. On se dit, tiens, c'est la fin. Voilà, on donne un dernier film pour terminer ce qu'on a à raconter sur ces personnages. Et si il est clair et net que j'aurais pas été contre qu'on joue plus, qu'on rebondisse davantage sur ce qui s'est passé dans la série plutôt que de carrément l'ignorer, parce que voilà quoi, on prend en compte le second film, mais la série, pouf, je garde quand même un sentiment très satisfaisant de fin
parfaitement carré et mené. Aladdin et Jasmine, ils partent découvrir le monde après s'être mariés, comme il l'avait prévu de le faire à la fin du second film. Iago a fini enfin par trouver le bon équilibre par rapport à sa mentalité, en trouvant quelqu'un avec qui traîner. Tout le monde vit pleinement la vie qu'il a envie de vivre à ce moment-là. C'est une conclusion solide et plaisante, et on sent que techniquement, il n'y a plus rien à rajouter. Bon, on peut toujours forcer des trucs, mais voilà, sur le coup, on a le sentiment que c'est terminé. Il y a ce petit nœud au cœur qu'on sent lorsqu'on a fini de voir un long périple et que il n'y a plus rien à dire, quoi. On est allé jusqu'au bout, on a su partir vers la conclusion qu'il fallait. C'est exactement ce que j'ai ressenti à la fin de ce film-là. Et c'est toujours très fort quand on ressent ça à la fin d'un grand périple, d'une saga quelconque. Ça se ressent pour ce film-là, c'est clairement pas toutes les trilogies, toutes les sagas de films, toutes les séries qui me font ça. Quand ça me fait ce petit effet-là, ce petit nœud au cœur de me dire « Ah, c'est la fin », c'est pas rien. Voilà qui conclut cette liste. Ça n'ôte rien au problème que j'ai décelé lors de ma critique au détail, mais j'espère que ça vous aura fait un peu comprendre pourquoi j'ai mis cette note-là. J'espère aussi que ça t'aura plu, Féline, cette liste-là, et je vous donne rendez-vous pour le prochain Top Retour en début de mois suivant avec le Disney que vous aurez choisi en commentaire de la vidéo Top Retour précédente. Pour la énième fois, ça sert à rien de voter en dessous de cette vidéo. Il va toujours y avoir des crétins qui vont le faire, mais voilà, je le dis toujours, ça sert à rien. Je vous donne rendez-vous pour très bientôt. Bye.